Bonjour à tous, je tenais à apporter un certain éclairage concernant le calcul du pourcentage de masse grasse qui est un critère plus important, je pense, si on doit définir si on est en bonne forme ou pas, parce qu'on peut très bien être mince mais avoir un pourcentage de masse grasse élevé, en particulier en ce qui concerne le gras viscéral qui se loge au niveau du ventre et des organes. Le poids sur la balance n'est pas vraiment une donnée fiable. Les taux de masse grasse communiqués par les balances à impédance-mètre peuvent ne pas être du tout corrélés à la réalité. Après maintes recherches et expériences que j'ai eues moi-même après avoir été parfois déprimée par les chiffres annoncés par la balance, mais qui finalement peuvent s'avérer faux en fonction du type d'activité que l'on pratique ou non, je tenais à apporter un petit peu ce que je ressens par rapport à cela et si cela peut notamment éclairer d'autres utilisateurs. Alors, après maintes recherches, j'ai pu constater que différentes formules sont utilisées. On a une formule qui permet de calculer à partir de l'IMC, qui déjà ne peut pas être très cohérent parce que si on prend un mec qui fait du bodybuilding, son IMC va le signaler comme étant quelqu'un d'obèse, alors qu'en fait le mec va être super sec, on va voir tous ses muscles, etc. Donc c'est là qu'on se rend compte des limites du système. Pour quelqu'un qui est plutôt sédentaire ou peu actif, on peut en tenir compte, j'imagine. Mais dès lors qu'on pratique du sport régulièrement ou qu'on ait un niveau soit pro, soit qu'on pratique du sport quotidiennement, là tout de suite les données vont être complètement fausses. Voilà. Donc il faut savoir qu'il existe une formule qui est utilisée par l'US Navy, donc qui est basée sur des mesures grâce à un mètre classique et d'autres données. C'est une formule qui est basée sur des logarithmes. Enfin bref, je vous apporterai cette formule un petit peu plus tard, où elle est disponible chez d'autres youtubeurs. C'est une formule qui est de loin la plus fiable parce qu'elle est réellement corrélée à une réalité tangible. Quand on compare les taux de masse grasse sur les photos qu'on peut trouver sur Internet, on peut se rendre compte que c'est en mesurant avec un mètre classique, etc., la formule la plus fiable. Parce que ce qu'on peut voir quand on se regarde dans un miroir, si on compare avec les photos qui indiquent les taux de masse grasse, du coup c'est une formule qui correspond pratiquement pile poil à la réalité. La formule de départ qui est utilisée en prenant pour base l'IMC n'est pas cohérente avec la réalité, en tout cas si on pratique un sport de manière intensive. Ou par exemple si on est plutôt charpenté, c'est-à-dire qu'on va avoir des tailles de poignets selon les personnes qui vont différer, poignets qui eux ne comportent pas de graisse a priori, et ça va permettre de définir quand même la masse osseuse d'un individu. Et quelqu'un qui va avoir des os fins ou quelqu'un qui va avoir des os épais, forcément ne va pas faire le même poids et ne va pas porter la même masse musculaire. Voilà, il est pareil. Enfin, c'est pareil pour les personnes qui sont hyperlaxes ou pas. Les personnes hyperlaxes ont tendance à être plus souples, mais ont tendance à se blesser facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas assez de muscles. Donc, pour avoir traversé des problèmes de santé relativement importants, il est évident qu'au bout d'un moment, il fallait renoncer au poids de forme d'origine, tout simplement parce que il n'y avait pas assez de muscles pour pouvoir protéger efficacement tous les endroits qui restent d'être blessés, les chevilles, la colonne vertébrale, etc. Donc, il y a un moment donné où le muscle devient plus important que le poids qui s'affiche sur la balance. Pour résumer, pour ma part, j'ai une balance impédance-mètre qui a été acquise d'une manière tout à fait récente,
qui est intéressante lorsqu'on active le mode athlète. Donc dans mon cas, c'est pertinent parce que je dois faire entre 15 et 20 heures de sport par semaine avec une construction de muscle, une prise de masse qui a été importante au niveau du muscle. Et en comparant les données de l'US Navy, de la formule l'US Navy avec l'impédance mètre en mode athlète, on va avoir 5 points de différence, c'est-à-dire que la balance va minorer peut-être de 20%, ce qui correspond à la réalité. Donc on va partir d'une variation de plus ou moins 20%. C'est quand même énorme, mais c'est quand même beaucoup moins que le mode classique, c'est-à-dire si on fait pas du tout de sport par exemple, là qui va indiquer une différence de 15 points, ce qui représente une majoration de 70% du taux de masse grasse par rapport à la réalité. Voilà. On doit tenir compte effectivement de la masse musculaire parce qu'elle pèse 6 fois plus lourd que la masse grasse. Et en étant très sportif, en conséquence, le gain de poids se fait de manière considérable. Moi, je vous explique. À partir du moment où j'ai commencé à construire du muscle en longueur de par une pratique sportive spécifique, en adaptant un régime parce que un peu végétarien, les muscles végétés. À partir du moment où le médecin a ordonné de réintroduire des protéines, y compris d'origine animale, les progrès effectués en rééducation chez un kinésithérapeute ont été énormes, alors qu'il stagnait depuis des années. Les performances sportives, évidemment, s'améliorent au fur et à mesure. Je veux dire, pour avoir un grand écart, clairement, le secret, c'est la régularité, mais c'est surtout les apports de protéines derrière. Parce que le muscle va être construit en longueur et que pour pouvoir construire un muscle, il faut lui apporter tout simplement des briques, des matières premières. Et la matière première pour le muscle, évidemment, c'est la protéine. Sur cette période de, on va dire, 6 mois, j'ai pu observer un gain de masse musculaire d'environ 13 kilos à l'époque. Et ça a dû continuer encore tout en perdant de la masse grasse. De la masse grasse qui pour le coup s'avérait encore plus importante, je dirais, puisqu'on on prenait du muscle d'un côté, mais on perdait du gras de l'autre. Et ça apparaît comment ? Ça apparaît tout simplement quand on utilise un mètre de couture tout simple et qu'on mesure ses tours de poitrine, de taille, de hanche, de bras, etc. C'est la seule façon de voir quand on s'affine. La balance, en gros, n'indique pas grand-chose à ce sujet. Donc le gain de poids se fait de manière considérable, tandis que l'on perd en masse grasse, on s'affine, tout simplement. Et particulièrement dans des pratiques sportives qui, de par les étirements, allongent le muscle. La prise de masse se fait de manière importante, mais en longueur et non pas en largeur. Par exemple, parmi ces disciplines sportives, on va avoir des disciplines telles que le yoga, la danse, les arts martiaux, etc., où là, on va être beaucoup dans les étirements, on va chercher à avoir le grand écart, on va chercher à gagner en souplesse. D'accord ? Donc, quand on utilise ce type d'activité, on va construire un muscle solide, mais qui va se faire en longueur, qui va permettre de rester fin, de s'affiner. D'accord ? Tandis que pour des disciplines telles que le rugby ou le bodybuilding, par exemple, l'objectif va plutôt être de construire une masse musculaire importante, mais en largeur. Parce qu'elle va apporter un beau volume musculaire et voilà. Je pense que c'est davantage les hommes qui vont être intéressés par ce type de travail. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une masse osseuse qui est plus importante que la normale, parce que je tiens ça de mes 2 parents. J'ai eu des graves problèmes de dos, mais j'ai découvert sur le tard qu'en fait, les gens un peu hyperlaxes étaient beaucoup plus fragiles et que si on n'avait pas le muscle qu'il fallait derrière pour protéger, c'était mort. Et compte tenu de mes pathologies, en fait, je suis contrainte d'avoir une masse musculaire vraiment super solide
pour être sûr de tenir à peu près le coup. Sinon, c'est mort. Et le muscle, bah oui, ça pèse lourd. Donc, quelle est la stratégie pour éviter de d'avoir un physique de videur? Bah, c'est justement des disciplines qui permettent de travailler le muscle en longueur. Donc là, on peut construire quand même un muscle solide et sain qui nous permet de nous maintenir à peu près en forme, tout en augmentant son métabolisme de base, mais qui va être en longueur. Donc, on va être très très souple. Moi, mon grand écart, je l'ai obtenu au bout de à peu près 1 an d'entraînement intensif et régulier, sachant qu'il y a une souplesse à la base qui était quand même préexistante chez moi, parce que j'ai découvert que j'étais hyper laxe sur le tard aussi, mais que c'était aussi la raison finalement de toutes les autres fragilités que je pouvais avoir sur le plan physique. Donc si des filles écoutent ce message, moi je vous dirais que j'ai passé ma vie à me baser sur le poids, sur la balance, c'est une erreur. Parce que plus je perdais du poids, plus j'étais malade. Voilà. Plus on prend du poids musculaire, tout du moins, mieux c'est, parce que le muscle permet justement de protéger tout ce qui est abîmé. Moi, le conseil que je peux vous donner, les filles, c'est de ne surtout pas vous baser sur le poids indiqué par la balance. Si, quand même, d'une certaine manière, il faut pas dépasser des limites acceptables. Mais moi, je vous dirais que ce qui compte, c'est les mesures. C'est votre masse musculaire. J'ai une amie qui pratique un sport avec moi depuis très jeune, qui avait repris un moment de la danse, qui m'avait expliqué que elle n'avait jamais pesé aussi lourd sur la balance, mais qu'à contrario, elle n'avait jamais été aussi fine en largeur. Donc ça prouve quand même que l'entraînement permet d'avoir un corps sain, d'avoir une masse musculaire qui nous permette d'être en relative bonne santé, même si ça augmente les besoins métaboliques. C'est un fait, mais qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va préférer? C'est être en bonne santé ou être chétif et faible? Je vous pose la question. Si vous souhaitez répondre, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour tous vos programmes fitness, quels qu'ils soient. Et voilà, travaillez en fonction de vos objectifs esthétiques également. Chaque sport n'apporte pas les mêmes bienfaits. Et forcément, comme dirait le docteur, je me souviens plus de son nom, mais il disait qu'en gros, voilà, en fonction des objectifs, du style de corps que vous souhaitez avoir, pratiquez le sport, si c'est possible bien sûr pour vous, pratiquez le sport qui vous permet d'avoir ce corps-là. Moi personnellement, le corps que je préfère dans toutes les disciplines sportives, c'est le corps des femmes qui jouent au tennis, puisque je suis une femme. Donc mon point de référence est cela. Je ne suis pas tant attirée par le corps des danseuses classiques, par exemple, est vraiment trop maigre, pire qu'athlétique, voire anorexique. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours aimé être un petit peu pulpeuse, pas non plus mince, mais maigre encore moins. En plus, c'est très très moche sur des gens qui ont le type d'ossature que j'ai. Ça devient vraiment horrible. J'ai déjà atteint, si vous voulez, des poids qui permettaient cela, sauf que avec des os comme les miens ou ceux de ma mère, quand on perd du poids, bah c'est vraiment horrible, quoi. C'est très très moche. Évidemment, en fonction du type de corps qu'on a, on est plus ou moins fait pour pratiquer certains types de sports. C'est vrai, c'est une réalité. Si dans la danse classique, on aime bien les os fins et les filles longues et longilignes, il y a une raison. Les gens charpentés comme moi ont rarement la possibilité d'atteindre des hauts niveaux, ce qui est logique. Mais ça nous empêche pas quand même de pratiquer pour le plaisir. Voilà, regardez tout ce qui s'offre à vous. Parce que le sport, ça reste important. Et on a forcément tous une discipline qui peut nous convenir, en fonction de ses objectifs, en fonction des capacités qu'on peut avoir ou pas. Moi, je vous invite vraiment à axer votre travail plus sur le sport que sur les régimes, même si j'en fais un quand même. Mais naturellement, quand on fait du sport, on mange
on mange mieux parce que on ressent les besoins complètement différemment. On a vraiment besoin de performer et d'être bien dans sa peau. Donc, naturellement, le régime va s'adapter aussi. Donc, faites-vous plaisir. Ne vous fiez pas à 100% au poids qui est sur la balance, même s'il est très important. Mais avoir un taux de masse grasse acceptable est quand même important pour la santé, parce que le gras a des fonctions vitales, des fonctions hormonales, des fonctions de protection du corps en cas de choc, de nous protéger du froid. Mais pour les femmes en particulier, je vais insister parce que le problème, c'est que en dessous de 20% de masse grasse chez une femme, on entend parler de femmes qui arrêtent d'avoir leurs règles, qui ne parviennent plus à avoir d'enfants. Moi, je l'ai entendu très tôt, un ami du lycée que j'avais recroisé quand j'étais à la fac, parce que j'ai toujours un petit peu de bide, mais bon, à l'époque, j'étais quand même assez canon, assez belle. Me disait que en tant que coach sportif, il aidait beaucoup de femmes à atteindre certains objectifs pour qu'on voit leurs abdos, etc. Et le fait d'évacuer toute cette graisse au niveau du ventre faisait qu'elle n'arrivait plus à avoir d'enfants. Et inversement, on va avoir le cas, quand on atteint des stades d'obésité relativement élevés, on entend aussi parler de femmes qui ne parviennent pas à concevoir d'enfants. Donc le corps est intelligent. Dieu a créé le corps humain, qui est une machine assez extraordinaire, mais qui, dès lors qu'il est en danger, arrête d'autres fonctions parce qu'il est en danger. Et celle-ci en fait partie. Ne plus avoir de règles, ne plus réussir à avoir d'enfants parce que soit on est trop athlétique, soit on est trop gros, c'est une façon aussi de protéger en priorité le corps qui essaie de concevoir. Parce que ça a des incidences aussi pour le bébé, il faut le savoir. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Ce qui est important, c'est d'être en bonne santé et d'être bien dans son corps. D'être dans un corps sain, en bonne santé, et surtout bien dans sa tête. Vous verrez d'autres youtubeurs témoigner que arriver à un certain niveau d'entraînement dans le bodybuilding, par exemple, voilà, ils avaient atteint des stades où ils étaient super secs, ils étaient très très fiers de montrer leur corps, mais que ça avait des incidences dans leur tête, des frustrations sur le plan alimentaire qui étaient assez phénoménales, des problèmes de libido parce que du coup leurs besoins n'étaient pas complètement satisfaits sur le plan nutritionnel. Voilà, réfléchissez vraiment à tout cela, c'est important. Allez, je vous embrasse tous très très fort et surtout, prenez grand soin de vous. À bientôt.